chaîne de caractères, tableau dynamique et tableau associatif. Alors commençons par les chaînes de caractères. Alors le type string, encore une fois, là on est dans les données. Donc si on veut pouvoir déclarer une variable chaîne de caractères qui va contenir une chaîne de caractères, en fait, donc on va utiliser le type string qui est en fait une classe, on le verra un peu plus tard, identificateur. Et donc, encore une fois, on est dans une variable évoluée. Donc, la chaîne de caractères est gérée via une référence. Donc, si on fait string ch, ici, avec la première instruction, on déclare une référence ch à une chaîne de caractères. Et maintenant, notre référence, on peut très bien lui associer donc une référence à une chaîne de caractères. En fin de compte, ici, on a une chaîne de caractères littérale, c'est-à-dire constante, okay, entre double cote. Et donc, ici, on va enregistrer donc la chaîne de caractères bonjour en mémoire et on va stocker la référence à cette chaîne de caractères dans notre variable ch. L'empreinte mémoire, vous la voyez à droite ici, c'est-à-dire qu'on a encore cette empreinte mémoire comme on avait vu un peu la notion via une référence comme on avait vu aussi pour les tableaux statiques. Donc un petit exemple, ici on déclare une référence à une chaîne de caractères, un nom, on déclare une référence à une chaîne de caractères message qui va référencer la chaîne de caractères bonjour. Et à un nom, on lui associe la chaîne de caractères Aïcha. Maintenant, si on affiche la chaîne de caractères message concaténé, donc l'opérateur, le signe plus, l'opérateur de concaténation, un nom, on va bien avoir bonjour Aïcha. Donc le plus, comme on l'a vu depuis un bon moment, c'est l'opérateur de concaténation pour les chaînes de caractères. Donc ici, on va bien afficher, vous vous appelez Aïchi Koulibaly, vous vous appelez la valeur de ma variable prénom et la valeur de la variable nom. Ok. On peut concaténer ensemble des variables de type string. Alors regardons un petit exemple ici, d'accord, c'est-à-dire que là j'ai une chaîne de caractères str et là on a des caractères spéciaux, je vais vous en parler juste après. Donc anti/t, anti/n dans notre chaîne de caractères bonjour et on la concatène ici avec une variable, la valeur de la variable n, c'est-à-dire 4. Donc si on exécute ce code, regardez bien, donc ici anti/t, ça veut dire que c'est une tabulation. Anti/n, on va à la ligne, on va bien à la ligne après la chaîne de caractères bonjour, et on affiche à la fin de la chaîne de caractères 4. D'accord. Alors ce que je vais vous montrer aussi ici, si je passe ma souris sur string, vous voyez que j'ai accès ici à une fenêtre et je veux ouvrir via le navigateur, en fin de compte, la doc constructeur ici donc de string. Donc c'est une classe, on en reparlera bien sûr quand on fera l'orienté objet. Et ce que l'on peut voir, c'est une classe qui est très riche. Regardez, alors je vais pas le détailler pour l'instant, puis de toute façon on va pas tout détailler parce que sinon on y passerait énormément d'heures et ce n'est pas le but. En fait, en informatique, on doit très peu apprendre par cœur les choses. On doit être capable, après, d'aller chercher les informations, parce qu'on ne peut pas tout connaître, c'est complètement impossible, même sur un langage, même sur Java, par exemple, personne ne connaît tout Java, c'est vraiment énorme. C'est un langage qui se veut généraliste. Généraliste, ça veut dire qu'on peut développer des applications de bureau, développer des applications web, développer des applications mobiles, etc., etc. Même, d'ailleurs, développer des applications pour les cartes à puce, par exemple, avec JavaCard. D'accord. Donc là, c'était juste pour vous montrer comment accéder, en fait, à la documentation constructeur. On y reviendra parce qu'on va, bien entendu, l'utiliser. Alors, continuons le cours. Alors, sémantique de l'opérateur d'affectation et de test d'égalité.
comme pour les tableaux, une variable string contient une référence vers une chaîne de caractères. Donc, en fait, les opérateurs d'affectation et d'égalité agissent encore une fois sur les références. Donc, l'opérateur d'affectation affecter une référence à un espace mémoire qui contient une string. Opérateur d'égalité teste l'égalité des références entre deux chaînes de caractères. Donc, on est encore sur une histoire ici de référence et comme on a vu exactement de la même façon pour les tableaux statiques. On va le voir après comment est-ce qu'on peut tester l'égalité de contenu entre deux chaînes de caractères. Ok. Donc, alors, on a un cas particulier là quand même, en sachant que string est une variable évoluée. Regardez, on va directement aller à l'exemple. String chaîne est égal à bonjour. Donc, chaîne est une référence sur la chaîne de caractères bonjour. Et si, ici, directement, system.outprint de chaîne, et bien là, on a un cas particulier parce qu'on va bien afficher non la référence, mais la valeur qui est référencée. Donc, en fin de compte, ici, c'est une exception pour une variable évoluée. On n'affiche pas la référence, mais on affiche la chaîne de caractères. Ce qui semble un peu logique parce que une chaîne de caractères, il y a des grandes chances qu'on veut afficher la valeur et non la référence. D'accord ? Donc, c'est un cas particulier. Contrairement au tableau, comme on avait vu précédemment, hein, par exemple ici, on a un tableau de réel avec une initialisation. Si on, sur table ici, on exécute la méthode systemoutprintln avec, en lui passant en paramètre table, on va bien afficher la valeur de la référence et non notre tableau. Ok. Traitement spécifique au string. Alors, on peut faire des traitements, en fait. Donc, ça va pouvoir tester l'égalité entre deux chaînes, par exemple. Ça va être testé si une chaîne de caractères est contenue dans une autre. Donc, on a tout un tas de traitements. Et pour ce faire, en fin de compte, on va utiliser le nom de la chaîne, c'est-à-dire notre référence, point le nom du traitement, et après les paramètres si besoin. Alors, ces traitements ici, on appelle ça des méthodes. On y reviendra bien sûr, puisque en orienté objet, nous, on va construire des classes et donc des méthodes. Alors, comparaison de chaînes de caractères. Pour comparer si deux chaînes de caractères sont égales, donc leurs valeurs et non les références, travailler sur les références, on a besoin du traitement equals. Alors, regardons notre exemple ici. S1 est égal à ABC, S2 est égal à B majuscule C et S4 est égal à S1 plus chaîne de caractères vide. Et donc, ce qu'il se passe, S1.equals S4, dans notre cas ici, S1 ABC, S4 ABC tout en minuscule, et ben, elles sont égales. Donc, on va avoir vrai. Dans le deuxième cas, S1.equals S2, on voit bien que les deux chaînes de caractères S1 et S2 ne sont pas les mêmes puisque B est une majuscule pour S2. Donc, on aura bien false. Ok. Alors, si l'on veut, on chaîne.length, attention ici, avec, contrairement au tableau statique, avec des parenthèses, ça nous permet de récupérer la taille d'une chaîne de caractères. Par exemple ici, string S1 est égal à ABCMBX, notre chaîne de caractères, ici qui est littérale, une constante. Okay. S1.length va nous renvoyer 6, puisque la taille de la chaîne de caractères S1 est de 6. Okay. Après, chaîne.charaté, index. C'est pour récupérer un caractère à une position qui est passée en paramètre index dans la chaîne de caractères. Si par exemple ici, sur notre chaîne de caractères S1, on récupère via charaté le premier élément de la chaîne de caractères, en fait, ça sera A.
Charaté, longueur -1, bah, ça sera la dernière lettre, donc ça sera X. Et index of, alors retourne la position de la première occurrence du caractère dans la chaîne de caractères. Par exemple, donc toujours sur S1, ce que l'on peut voir S1.index of B, le premier caractère A, la position est à l'index 0, B est à l'index 1, donc ici, on va renvoyer S1 index of, entre parenthèses, caractère B, on renvoie 1, parce que B, le premier B est la position d'index 1. Donc, encore une fois, les chars sont entre simple cote et les chaînes de caractères en double cote. Ok. Remplacer des chaînes de caractères, par exemple ici, on a la chaîne de caractères exemple abracadabra, et exemple.replace, je vais remplacer le A, le caractère A, ici, par le caractère étoile, ici, et donc ça va me donner étoile, BR, étoile, C, étoile D, étoile, BR, étoile. On va bien remplacer tous les A par le caractère étoile. Pour récupérer une sous-chaîne, donc c'est exemple.substring. Ok. Donc là, en fait, on récupère à partir de l'indice 4, donc 0, 1, 2, 3, 4. Donc on récupère à partir de C jusqu'à 16. D'accord? Donc 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Et le dernier, en fin de compte, n'est pas compris. Le 16 non compris. Donc on va bien jusqu'à N, donc constitution. Test de contenance. On peut tester si une chaîne est contenue dans une autre. Par exemple, on a la chaîne ABC, DE, FG, H. Est-ce que DE, FG est contenu dans S1? Si on fait S1 contains S2, oui, on a bien DE, F, G, H, G, pardon, qui est contenu dans la chaîne de caractères S1. S1, est-ce qu'il contient CDEF? Oui, on a bien CDEF qui est contenu, donc on a encore vrai. D'accord, ce que vous voyez ici. Et notre troisième test, on peut même sur une chaîne de caractères littérale exécuter les méthodes. Donc ici, traitement contains. Est-ce que dans I, J, K, L, M, N, O, P, est-ce qu'il contient KLMN? Oui, il contient bien KLMN. Donc revenons à notre documentation en ligne sur le navigateur et regardez, donc en fin de compte ici, on a l'explication des traitements, des possibilités de notre classe string. Pour nous, c'est un type de variable, évolué, soit, mais c'est un type de variable. Et vous avez un peu plus tard, donc ça les constructeurs, on en reparlera quand on fera l'orienté objet. Mais ici, on a ce qu'on appelle les méthodes, c'est les traitements. Et regardez un peu toutes les méthodes que l'on a. Donc, on a vu charaté, nous. On a vu equals aussi, contains, d'accord. Mais alors, on va pas, bien entendu, les détailler. Index of aussi, on a vu. IsEmpty, donc on teste si une chaîne de caractères est vide. Et vous voyez un peu tous les lengths, là, pour la taille. Tous les traitements, toutes les méthodes que l'on a sur la classe string pour les chaînes de caractères. Alors, c'est pour ça que je vous dis que c'est important de servir de la documentation constructeur, parce que si jamais vous avez un traitement un peu spécifique à faire sur une chaîne de caractères, bah, il va falloir aller voir si le traitement n'existe pas déjà avec toutes les méthodes que vous avez là. Et donc, c'est pour ça, bien entendu, on ne peut pas tout connaître et ça n'aurait aucun intérêt au final. Parce que imaginez que la prochaine version, la classe string a évolué, la prochaine version de Java, ça voudra dire que derrière, il va falloir que vous réappreniez tout et ça n'a pas d'intérêt spécifique. Ce qu'il faut être capable, par contre, c'est de servir de la documentation.
Ok. Alors continuons. Maintenant, on va passer au tableau dynamique. Donc, un tableau dynamique est une collection de données homogènes dont la taille peut changer au cours de l'exécution du programme. Ok. Pour les utiliser, en fin de compte, on est obligé de faire encore un import. Alors, toujours pareil, on va voir que l'import, contrôle espace, il va nous proposer d'importer, notamment Java Util ArrayList. Puisque, en fin de compte, ArrayList, encore une fois, c'est une classe. D'accord. Et nos tableaux dynamiques, bien entendu, ce sont des variables évoluées. Donc, c'est-à-dire qu'on va encore gérer des références. Donc, pour déclarer une référence sur un tableau dynamique, la référence se nomme tableau ici. Donc, ArrayList, le type, en fait, c'est une classe, encore une fois. Et là, entre signe inférieur, signe supérieur, on va lui spécifier quel est le type des éléments du tableau. Là, en fin de compte, ici, je déclare une référence tableau qui va référencer un tableau dynamique ArrayList, 2 chaînes de caractères, puisque entre le signe inférieur et le signe supérieur, on a spécifié string. Ok. Donc, de la même manière, regardez là, nom est égal à nul. Alors, il y a un point d'interro, il y a un point virgule en trop ici. Java ne reconnaîtra pas d'erreur, hein. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Et donc ici on déclare une référence sur un tableau dynamique de chaîne de caractères. Et après, donc là pour l'instant nul, ça veut dire que notre référence ne référence rien. Même si j'avais pas mis nul et que j'avais mis ArrayList string non point virgule, la référence non après l'exécution de cette instruction aurait été nulle, c'est la valeur par défaut. Mais là, ce qui permet d'être clair, de bien voir que l'on a initialisé notre variable référence à nul. Ok. Et après, à cette référence, en fait, je lui associe new ArrayList, je lui associe donc un tableau dynamique qui, pour l'instant, est de taille 0. D'accord? C'est-à-dire quand là, j'ai une référence non. Alors, moi, je vais juste afficher n ici, qui référence un tableau dynamique de taille 0. Ok. Alors, bien entendu, on peut faire tout ça sur une seule ligne. Ici, ArrayList string non est égal à new ArrayList. D'accord? Alors, une particularité, c'est que les types des éléments de notre tableau dynamique doivent être des types évolués. Alors, type évolué, donc string, ce qu'on a vu jusqu'ici. Mais si, par exemple, je veux avoir un tableau dynamique de réel, de type double, c'est qu'il se passe, je ne peux pas créer un tableau dynamique de double. Regardez, si par exemple, alors, prenons ici, créons une démo pour les tableaux dynamiques. Donc, tab din, ok. Et donc, si par exemple, je fais donc array list contrôle espace, je choisis encore une fois Java utile, et ici, je mets double. Et je vais l'appeler tab_din. Est égal à nul. Dans ce cas, vous voyez qu'il me met une erreur. Et en fin de compte, pour les différents types primitifs, on a leur équivalent en type évolué, mais ça prend une majuscule, donc sous ce format-là. Et là, vous voyez que je n'ai plus l'erreur, j'ai bien ma référence sur un tableau dynamique de réel, très bien, mais qui sont de type double avec un D majuscule. En fait, c'est les types évolués correspondant au type primitif.
Alors pour nous, le reste, alors il y aura juste à la déclaration de notre tableau, notre référence ici, à un tableau dynamique où on aura une conséquence de cette notion-là, c'est-à-dire que les types des éléments du tableau doivent être de type évolué. Donc par exemple, si c'est float avec un F majuscule, si c'est un entier, là on aura integer, il l'appelle integer. Sinon, après toutes les autres classes, par exemple pour les doubles, ça sera avec un D majuscule, pour les floats avec un F majuscule et ainsi de suite. Donc ça, c'est une contrainte du fait des fonctionnements des tableaux dynamiques que sur des types évolués. Donc chaîne de caractères, et après, si on veut des types qui se rapprochent des types primitifs, entiers, etc., on va juste utiliser à la déclaration de notre tableau les types évolués correspondants. Alors, quelques méthodes spécifiques, méthode donc traitement. Donc, on a notre tableau, on a créé notre ArrayList. Par exemple ici, ArrayList string prénom est égal à new ArrayList. Et ici, on peut mettre string ou on n'est pas obligé. C'est-à-dire que là, j'ai deux syntaxes possibles. Donc, ArrayList string prénom, ok, est égal à new. Et là, contrôle espace, ArrayList. Ici, je ne mets rien. Les parenthèses, point virgule. Et new, pas view, new. Ok, et là, ça fonctionne très bien. Donc, je ne suis pas obligé. Je peux ici très bien définir que je crée un tableau dynamique de chaîne de caractères. Moi, je vous conseille de ne pas le mettre puisqu'il sera capable de savoir quel est le type des éléments parce que la référence qui référence notre tableau est de type chaîne de caractères. Ok. Et donc, la taille. Donc, on a créé notre tableau prénom de chaîne de caractères et la taille, point size, le traitement qui nous retourne la taille. Ici, on aura donc 0. Après, on a une méthode get, renvoie l'élément d'indice i du tableau. Alors, on va détailler les méthodes et puis après, bien sûr, on fera un petit exemple pour les utiliser. Tableau set entre parenthèses, donc i et la valeur. Donc là, on ajoute à notre tableau à l'indice i, c'est-à-dire l'élément d'indice i. Je vous rappelle que l'indice commence à 0 et va jusqu'à taille moins 1 du tableau, comme les tableaux statiques. Après, on a la méthode isEmpty. On teste si le tableau est vide, c'est-à-dire que là, il va nous renvoyer un booléen, donc soit vrai, soit faux, suivant que le tableau est vide ou pas. Tableau.clear, donc là, ici, supprime tous les éléments du tableau. D'accord. Tableau remove de i, on supprime l'élément d'indice i. Tableau add, là, on ajoute une valeur au tableau. Alors, on va faire un petit exemple, une petite démo pour utiliser ces méthodes-là. Donc, on va sur prénom, par exemple. Ok. Sur prénom, on va déjà tester. Donc, si notre tableau est vide. Donc, vide, par exemple, plus, donc on va faire prénom, isEmpty. Ok. Donc, on teste. Il nous renvoie vrai. Donc, le tableau est bien vide. Puis après, on va sur prénom ajouter des éléments. Point add. Par exemple, Marie. Et encore une fois, prénom add. Bruce. Ok. Et l'on va donc dans la partie retester si c'est vide ou pas. Vous avez vu qu'on a ajouté deux éléments. Ok. False. Puis, encore une fois, on va
donc afficher les différents éléments du tableau. Donc for int i égale à 0, i inférieur donc à prénom point size, la taille du tableau, i plus plus. Ok. Et donc on va afficher les différents éléments du tableau. Pour lire un élément du tableau, c'est la méthode get. Donc prénom point get de i. Ok. Exécutons ce code. Ok, on a bien Marie et Bruce. Parfait. Et si on affichait aussi i, par exemple, i égale on exécute. Ok. Donc on a bien Marie et Bruce. Très bien. Alors continuons. On a vu comme méthode, donc la méthode size, la méthode get. Ah, on n'a pas vu set i valeur. Donc là, ça permet de modifier, ça affecte la valeur à la case i du tableau. Si par exemple, ici, je fais prénom point .7, on va mettre 1, Jeanne, et qu'on réaffiche notre tableau, on va juste mettre un petit séparateur en dessous, ici par exemple, pour bien identifier les différentes exécutions, les différentes instructions. Ok, donc on a bien Marie et Jeanne maintenant. Attention, par contre, si ici j'essaye d'ajouter par exemple à l'indice 3, c'est-à-dire à une case qui n'existe pas, ici il me met une erreur. Index out of bound exception, c'est-à-dire qu'on est en dehors du tableau, donc je ne peux pas ici affecter la valeur Jeanne à un élément du tableau qui n'existe pas, à une case du tableau qui n'existe pas. Donc on a fait isenti, tableau clear. Alors tableau clear, prénom point clear. Ok. Et maintenant je veux réafficher notre. On va de la même manière mettre le séparateur et je veux réafficher le tableau. Ok. Exécutons ça. Et on voit bien que le tableau ici est vide, je n'affiche aucune valeur. Remove. Si par exemple, ici, je fais un prénom point remove et on a dit l'indice par exemple ça serait 0, très bien, ça me va, et qu'on affiche encore une nouvelle fois notre tableau, d'accord, je vais remettre un séparateur, exécutons ce code et là vous voyez que on avait Marie et Jeanne donc en 0, 1. Et là, on n'a plus que Jeanne en 0. C'est-à-dire que Marie a été éliminée. Et donc, Jeanne a pris la place à l'indice 0. OK. Remove, on vient de le voir. Et add, on l'a vu. Donc là, on a vu les différentes méthodes qui sont détaillées ici. Mais si l'on regarde maintenant, encore une fois, la doc constructeur, on peut voir qu'on a beaucoup de méthodes supplémentaires par rapport à ce que l'on a détaillé. Mais bien entendu, c'est des choses qui sont qui font référence et qui sont assez simples en fin de compte à comprendre. Ok. Donc un exemple ici.
Donc, on a un programme qui réinitialise un tableau d'entier et les demande à l'utilisateur. Ajouter des nombres strictement positifs au tableau, ou on peut recommencer au début en entrant 0, effacer le dernier élément en entrant un nombre négatif. Donc, détaillons ce code. Alors, je vais prendre mon outil pour le crayon. Très bien. Donc là, on déclare un tableau d'entier, integer. Donc, on voit bien que c'est un tableau d'entier et ce integer-là aurait très bien pu ne pas être spécifié. Il nous demande d'abord que l'on saisisse au clavier un entier pour définir la taille du tableau. D'accord. Puis, tant que vect.size est inférieur à taille, c'est-à-dire que notre tableau n'a pas atteint la taille qu'on lui a spécifiée précédemment, on itère. Donc, on fait system out println, entrer la valeur de notre indice vect.size, c'est-à-dire que là, on va saisir une valeur et il va l'ajouter si jamais notre valeur est supérieure à 0 dans le dernier élément du tableau. Alors, regardons ça ici. On lit donc à partir du clavier un entier. Si l'entier est inférieur à 0 et que notre tableau n'est pas vide, dans ce cas-là, on supprime le dernier élément du tableau. Le dernier élément du tableau, c'est bien la taille du tableau moins 1. Si val est égal à 0, dans ce cas-là, on va ici supprimer tous les éléments du tableau. Par contre, si val est supérieur à 0, on va ajouter au tableau l'élément. Alors, encore une fois, exécutez-le sans l'IDE, sur une feuille de papier, dans votre tête, etc. Mettez-vous à la place du microprocesseur et exécutez instruction à instruction en prenant des valeurs ici que vous aurez donc définies au fur et à mesure de l'exécution, c'est-à-dire des valeurs saisies, des valeurs exemples, d'accord, aussi bien pour la taille que ici pour les valeurs de notre tableau. Alors, comparaison d'éléments. Attention, les éléments d'un tableau dynamique sont toujours des références. Ok. Les éléments d'un tableau dynamique sont toujours des références. C'est-à-dire que, au final, notre tableau, par exemple, tab EuryList, ici, voilà, tab EuryList, il contient des références. Alors, ça veut dire quoi, ça? Alors là, c'est un peu la suite de ce qu'on a fait, avec une petite complexité supplémentaire. C'est-à-dire ici, on déclare tab. Donc, on déclare tab, qui est une référence, donc je vais l'appeler simplement T, qui est une référence, pour l'instant, à un tableau vide d'entier, de type integer, donc de variable évoluée. On ajoute 2000. En fait, c'est des integers, donc c'est des variables évoluées, donc encore des références. C'est-à-dire que là, on va ajouter un élément à notre tableau dynamique, mais un élément qui est quoi? Qui est une référence à un espace mémoire où l'on a enregistré, je vais essayer de le faire un peu mieux, où on a enregistré la valeur 2000. D'accord? 0, 0, 0. Et donc là, on a une référence sur cet espace mémoire. Et on ajoute encore un autre élément dans notre tableau add2000 pour la deuxième instruction tab.add2000. Et de la même manière, donc c'est un integer, donc c'est une variable évoluée. Donc on ajoute 2000. Alors imaginez que ça c'est 2000. Et donc on ajoute dans notre tableau une référence à ce 2000 là. Puis après, tab.get20 est-il égal à tab.get21 equals. C'est le traitement, la méthode qui permet de savoir si les valeurs ici référencées par nos deux références sont égales. Dans ce cas-là, on aura vrai, d'accord?
On a bien tab.get de 0 égale tab.get de 1. Tab.get de 0, c'est une référence, ici. Tab.get de 1, c'est une référence, d'accord? Donc, elles sont différentes. Donc, on a false. Par contre, si on utilise la méthode equals, en fait, on va tester les valeurs qui sont référencées. Donc, c'est pour ça, ici, on aura bien un retour à vrai. OK. Alors, les tableaux associatifs ou dictionnaires. Ici, en fin de compte, alors les tableaux associatifs, c'est vous avez un ensemble de clés valeurs. D'accord? On va le voir, c'est-à-dire le plus simple, c'est de voir ça. On parle aussi de dictionnaire. Pourquoi? Parce que au final, à un mot, on va lui associer une définition. Le mot, c'est la clé, c'est ce qui nous permet d'avoir accès à la définition. Un ensemble de clés-valeurs. D'accord? On appelle ça des tableaux associatifs. Donc, prenez vraiment l'idée, et d'ailleurs, les tableaux associatifs, on les désigne aussi par le mot dictionnaire. Donc, prenez bien l'exemple du dictionnaire. Ensemble de clés-valeurs, dont la clé est un mot, et les valeurs sont des chaînes de caractères. Les définitions. D'accord? Alors, de la même manière, alors là, c'est pareil, ça peut paraître un petit peu complexe, mais regardons ici, par exemple, si dans notre IDE, donc là, on va créer principal dictionnaire. OK. Méthode main, voilà. Dictionnaire, c'est quoi? C'est HMAP. Contrôle espace. Encore une fois, HMAP est une classe. D'accord? Donc là, on a ici, vous avez accès à ce qu'on appelle la Javadoc, c'est-à-dire la documentation technique. OK? Et vous voyez un peu toutes les méthodes, les traitements que l'on peut avoir sur un HMAP. Alors, prenons, par exemple, alors, là, on a encore entre inférieur et supérieur. Ici, on a encore les deux valeurs, les deux types à spécifier. Par exemple, je peux très bien spécifier que on va avoir pour la clé, les clés seront de type string, par exemple, et les valeurs de type string, comme pour un dictionnaire. Donc, on va l'appeler par exemple dico est égal à new et hmap. OK. New hmap. D'accord. Donc là, j'ai créé, en fin de compte, un tableau associatif, ensemble de clés valeurs, en instanciant, on le verra un peu plus tard, l'opérateur new, en fait, en instanciant hmap. Donc là, ça me permet de créer mon tableau associatif qui est vide. OK. Alors, regardons. Put, clé, valeur. On va ajouter un élément clé-valeur dans le tableau associatif. Donc, regardons ça. Ah, pas là, mais là plutôt, voilà. Donc, si je fais dico.add, on va mettre donc véhicule, la chaîne de caractères véhicule. Et par exemple, moyen de locomotion. OK. On va en rajouter put, pardon. On va en rajouter un deuxième. Alors, par exemple, on va mettre lit, meuble où l'on dort. OK. Et là, donc, j'ai ajouté deux clés valeurs dans mon tableau d'ICO.
Après, get renvoie la valeur liée à la clé. Donc, c'est-à-dire ici, si par exemple, on va afficher le résultat du traitement dico.get et hop. Et là, on va mettre quoi? On va mettre la chaîne de caractères, par exemple, li. D'accord? Donc, il va nous renvoyer la valeur correspondant à la clé li. Exécutons. OK, meuble Mondor. Donc, il nous a bien renvoyé la valeur associée à la clé li. Remove, à partir de la clé. Alors, ça, on va le revoir après. Contains collection. Tiens, dans un premier temps, values ici. En fait, ça nous renvoie un ensemble de valeurs de notre... On va faire, non, plutôt clé set. Key set, ici. D'accord? Ici, ça va nous renvoyer la valeur de toutes les clés. Ça va nous renvoyer toutes les clés. OK? Si par exemple, ici, CISO. OK? On va faire un dico. Point. Keyset. OK? Exécutons ça. OK. Donc là, on a bien l'ensemble des clés qui sont véhicule et lit. D'accord? OK. On a ici, il nous renvoie l'ensemble des valeurs grâce à values. Donc si ici, on fait quelque chose comme values ici. OK, exécutons ce code. Là, on a bien les valeurs. OK. Contains value vérifie si la valeur existe dans la map. Et contains key vérifie si la clé existe dans notre tableau. Donc, encore une fois, donc contains key, par exemple. OK. Dico.contains key. Et on va dire quoi? On va dire par exemple li. Exécutons. On a bien vrai. Si on a par exemple la clé qui n'est pas contenue, faux. OK. La même chose pour contains value. Est-ce que la valeur est contenue? Donc, dico, ah oui, c'est en chaîne de caractères, ça va pas aller. Donc, dico contains value. Hein? Là, il veut pas. D'accord. Contains value. Et on va dire quoi, par exemple? Ça serait, peu importe. Voyons ce que ça donne. Donc là, on va avoir faux. OK. Et si, par exemple, on lui donne moyenne de locomotion, qui est une valeur qui existe, on exécute ce code. Et dans ce cas-là, on a vrai. OK. Alors, voilà. Puis après, remove. Donc, remove, clé, pour supprimer un élément clé-valeur dedans. Donc, si par exemple, on fait donc dico.remove, et là, dans ce cas-là, on va mettre, par exemple, véhicule. OK. Et maintenant, on va tester si la valeur moyen de locomotion existe. Alors que normalement, on l'a supprimé, donc il ne devrait plus exister. On a bien true pour cette ligne-là, c'est-à-dire que à l'exécution de l'instruction, vous voyez en surbrillance notre
couple clé-valeur véhicule moyen de locomotion existe. On supprime le couple véhicule moyen de locomotion et on réaffiche si le couple existe et bien entendu il n'existe plus. Ok. Donc ça, on s'en sert moins souvent, ce qui est de nos dictionnaires. Ça peut arriver qu'on ait besoin d'enregistrer des données clé-valeur, mais c'est quand même beaucoup moins souvent, même si ça arrive quand même, c'est quelque chose que vous devez connaître, mais beaucoup moins souvent que les heurilistes qu'on a vu précédemment, les tableaux dynamiques. Donc on va faire quelques exercices sur cette partie-là. Et en fin de compte, notre tableau dynamique, c'est encore une variable indicée. Sauf qu'on ne va pas utiliser crochet i, la syntaxe est différente, mais on utilise get pour lire par exemple. Et on utilise des méthodes, des traitements pour utiliser les tableaux, ce qui n'était pas qui était moins le cas avec les tableaux statiques. Ok, donc on va faire quelques exercices, je vous dis à tout à l'heure.